Bonjour, bienvenue sur Mediapart pour un nouveau numéro de notre série Désintégration européenne, une série de vidéos que nous enregistrons avant les élections européennes du 26 mai prochain. D'habitude, on a des duos d'intervenants et cette fois-ci, nous avons un intervenant qui est Paul Magnette. Bonjour. Bonjour. Alors Paul Magnette, vous êtes un socialiste belge, vous êtes bourgmestre de Charleroi, vous êtes tête de liste également du PS belge pour les élections européennes et vous avez été ministre-président du gouvernement wallon entre 2014 et 2017 et le public français a appris à vous connaître à cette occasion parce qu'on se souvient notamment d'une opposition à la ratification du CETA, donc c'était ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que vous avez commencé votre parcours dans le milieu académique, vous êtes un spécialiste reconnu en études politiques européennes. Et l'entretien qu'on va avoir va être à mi-chemin entre le responsable politique que vous êtes et qui évidemment prend position et a des positions dans le contexte politique actuel, et puis la casquette du chercheur ou de l'intellectuel qui réfléchit sur l'Europe et les questions démocratiques en Europe qui vont être au cœur de cet entretien. Une première question d'actualité, dont à l'heure où on se parle, on est le mercredi 17 avril, hein, l'émission est diffusée un peu plus tard. Et il se trouve que le lundi 15 avril, donc, les Européens ont donné leur feu vert pour ouvrir à nouveau des négociations commerciales avec les États-Unis. La France s'est opposée. La Belgique s'est abstenue. Vous qui avez été en pointe de la contestation contre le CETA, comme je le disais, quelle appréciation vous portez sur ces votes français et belges et surtout sur la décision finale qui est quand même d'ouvrir ces négociations ? Sur la décision finale, moi je trouve vraiment hallucinant que la Commission européenne propose aujourd'hui de réouvrir finalement une négociation sur un TTIP, même si c'est un TTIP réduit, c'est-à-dire un traité commercial avec les États-Unis de Donald Trump, et sans avoir tiré aucune leçon du mécontentement populaire extrêmement large dans un très grand nombre d'États membres, en France bien sûr, mais pas seulement, en Belgique, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans un très grand nombre de pays. Oui, parce que la contestation avait grandi contre ce traité transatlantique et ensuite il y avait eu le CETA derrière où la contestation... Effectivement, la contestation des années 2015-2016 portait principalement sur le traité avec les États-Unis et puis s'était tourné sur le traité avec le Canada parce que c'est le premier qui avait été soumis à ratification et donc s'était retrouvé au cœur des débats politiques. Il y avait des réticences très fortes en Allemagne, en Autriche, enfin dans beaucoup de pays et notamment en Belgique, en tout cas en Belgique francophone, en Wallonie. On avait livré bataille à ce moment-là en disant on n'est pas contre le principe de l'échange entre l'Europe et d'autres régions du monde. On ne veut pas une Europe qui se referme sur elle-même, forteresse, qui viserait l'autarcie et l'autosuffisance. Mais on pense que le commerce, c'est un outil extrêmement important pour l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas une puissance sur le plan militaire, sur le plan de la défense. Sa seule force, sa seule puissance, c'est d'être une puissance civile, c'est-à-dire c'est d'être le plus grand marché mondial, celui avec lequel l'ensemble des régions du monde veulent faire des échanges. Et donc, on doit évidemment utiliser ça comme un levier en disant à ces pays, si vous voulez envoyer vos produits chez nous, vous devez respecter le droit du travail, vous devez respecter nos normes sociales, sanitaires, nos normes en matière environnementale, vous devez respecter les accords de Paris en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sinon, vos produits n'entreront pas sur notre marché ou alors ils entreront, mais avec une taxation qui permet de protéger nos producteurs, de protéger nos agriculteurs, nos artisans, nos industries. Justement, là, on a l'impression que les Européens ont été tétanisés par la menace de Trump de relever les droits de douane. Oui, il y a à la fois, d'un côté, chez un certain nombre d'acteurs européens, alors certainement à la Commission européenne et dans un grand nombre de gouvernements, une espèce de conviction que le commerce c'est bien, le commerce c'est de toute façon bien, et on ne se pose pas la question de savoir si c'est logique dans un monde où la préoccupation pour le réchauffement climatique est devenue majeure. Aujourd'hui, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut relocaliser une grande partie de notre production et de notre consommation. C'est absurde d'importer de la viande ou du blé qui vient du bout du monde, qui va faire des milliers de kilomètres en bateau, parfois en avion ou avec d'autres moyens de transport, produire énormément de CO2, contribuer au réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prend absolument pas en considération dans ces négociations commerciales. Et par ailleurs, eh bien, chaque fois qu'on ouvre ces négociations commerciales, on met potentiellement certains de nos secteurs
agricoles, industriels ou autres, en concurrence avec ces pays dont on importe des biens, et on crée peut-être des gagnants chez nous en Europe, mais aussi beaucoup de perdants. Et l'Union européenne, eh bien, n'a malheureusement absolument pas tiré les leçons des échecs du passé, des erreurs du passé, et d'un mécontentement qui est extrêmement large dans la population, et pas sans raison. Ouais, donc la Belgique, selon vous, aurait dû avoir la même position que la France, s'opposer. Pourquoi finalement il y a eu cette position un peu étrange d'abstention? En Belgique, tout est toujours compliqué, puisque la politique commerciale relève des régions, et que certaines régions, la Flandre notamment, qui est gouvernée par la droite, sont très favorables à un libre-échange à tout prix. D'autres régions, notamment Bruxelles aujourd'hui, qui reste gouvernée par la gauche, avec un ministre-président socialiste, continue de dire que le commerce à tout prix, ça n'a pas de sens, et qu'il faut utiliser l'instrument commercial pour imposer des normes sociales, des normes environnementales, et protéger nos biens communs. Et donc, quand il n'y a pas d'accord, eh bien, on s'abstient. Et c'est ce qui est arrivé cette fois-ci. D'accord. Alors, j'en profite pour poursuivre sur ce thème-là et aller même au-delà de la question commerciale, puisque face aux États-Unis de Trump, à la Chine ascendante, l'Union des 27 apparaît soit tétanisée, soit divisée selon les enjeux. Vous disiez tout à l'heure que l'Europe n'était pas une puissance militaire ou une puissance au sens classique du terme en relations internationales, plutôt une puissance civile. Est-ce qu'il y a une perspective crédible de politique extérieure autonome de l'Union européenne face à ces grandes puissances qui vont peut-être coopérer, mais sûrement être en rivalité à l'échelle internationale? Certains disent que la période est peut-être l'occasion de se déprendre un petit peu de la dépendance atlantique que les Européens avaient, notamment sur les questions de défense. Il y aurait une occasion unique pour les Européens, effectivement, de se positionner sur la scène internationale avec un discours et avec une vision du monde qui soit différente de celle que essayent d'imposer les États-Unis de Donald Trump aujourd'hui. Malheureusement, les Européens n'en ont rien fait. Il n'y a pas eu de vraie initiative française. C'est vraiment bien un secteur dans lequel la France avait toute légitimité à prendre l'initiative. Malheureusement aussi, on est en pleine discussion sur le Brexit. Et s'il y a bien un deuxième acteur européen qui aurait quelque chose à dire en matière de défense et de politique étrangère, c'est le Royaume-Uni. On se souvient que dans les années 2000, il y avait eu des initiatives franco-britanniques autour de l'Europe de la défense, et donc renforcer le volet politique de la construction européenne, essayer de ne pas être simplement le petit partenaire des États-Unis dans le cadre de l'OTAN, mais avoir une vraie position européenne. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni paralysé par le Brexit, la France qui semble ne plus savoir du tout quelle est sa vision de l'Europe, font qu'il n'y a eu absolument aucune initiative qui a été prise en ce sens. En tant que socialiste et européaniste, est-ce qu'on peut penser une Europe de la défense, justement une Europe avec des intérêts stratégiques communs, peut-être un peu compliqué à faire de Bucarest jusqu'à Paris en passant par Rome, mais imaginons, est-ce que c'est possible de le faire tout en restant justement dans le cadre de l'OTAN? Question bête mais simple. Oui, je crois que ce n'est pas du tout impossible de le faire. D'abord, ça suppose d'avoir une vision de la politique étrangère à large spectre, c'est-à-dire de ne pas se dire que la politique étrangère, c'est que la défense. Évidemment, le volet militaire est un volet important. De temps en temps, il faut intervenir pour des raisons d'intervention humanitaire ou dans le cadre de mandats qui sont donnés par les Nations Unies. Mais la politique étrangère, c'est aussi la coopération au développement, par exemple. Et c'est aussi notre immense responsabilité vis-à-vis, en particulier, du continent africain. On sait que la population africaine va doubler d'ici la prochaine génération, d'ici 2050, pendant que la population européenne, elle, va rester globalement stable, voire même va légèrement décliner. C'est évident que s'il n'y a pas un développement extrêmement rapide sur le plan socio-économique du continent africain, beaucoup de jeunes qui vivent sur le continent africain se diront si je n'ai pas de chance de pouvoir construire ma vie ici dans mon pays, je vais aller chercher ailleurs, et ailleurs c'est très souvent l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est très souvent l'Europe, assez logiquement. Et donc nous avons tout intérêt à reconstruire une vraie communauté méditerranéenne, à avoir de la part de l'Union européenne une vraie politique africaine qui passe par la coopération au développement, qui passe par le soutien politique aussi à l'organisation de l'Union africaine, qui a toujours été pour nous un partenaire. C'est un peu le même modèle que l'Union européenne appliqué à ce continent vis-à-vis duquel nous avons tant de liens et à la fois tant de responsabilités. Et puis une politique commerciale aussi pensée intelligemment. L'une des manières d'utiliser intelligemment la politique commerciale, c'est justement
justement de donner des préférences à des pays qui aujourd'hui sont en retard de développement, même si j'aime pas beaucoup l'expression, c'est l'expression consacrée, pour leur permettre de se développer et donc d'avoir une prospérité suffisante pour que leurs habitants aient envie de vivre leur vie chez eux. Personne n'a jamais envie de quitter son pays, a priori. Si on le fait, c'est par nécessité. Et donc, il faut permettre à ce continent de se développer et faire de cette politique africaine vraiment un élément clé de notre politique étrangère. Alors, si on va encore un peu plus loin et on est au cœur du titre de cette collection, intégration, désintégration, sur ces questions à la fois stratégiques et de coopération, on voit bien qu'actuellement, très clairement, il n'y a pas de perception commune des risques, des menaces, des opportunités à l'échelle des 27. Je relisais la conclusion d'un ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce que l'Europe d'un politiste que vous connaissez bien, Daniel Louis Seller, aux éditions de l'Université de Bruxelles, qui évoque un autre grand sociologue qui était Steinrock, qui avait beaucoup réfléchi sur les différenciations culturelles, économiques, politiques du continent européen. Et Seller, dans sa conclusion, est assez dur, où il dit, au fond, il y a une forme d'unité culturelle en Europe de l'Ouest, mais par rapport au monde byzantin, vraiment, ça colle pas. Et vouloir mettre tout ce monde-là ensemble, en tout cas pour faire de l'intégration poussée, c'est un peu illusoire. Alors je ne sais pas si j'ai l'impression que vous ne serez peut-être pas complètement d'accord avec ce diagnostic, mais du coup j'en profite pour poser une question. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu à un stade où on a une tentative d'unification du continent, qui n'est pas la première dans l'histoire, la longue histoire européenne, et qui commence à ployer un peu sous le poids de ces contradictions ou d'un élargissement qui est peut-être allé trop vite, qui a été pas assez maîtrisé? Je pense que c'est un peu un argument facile, même s'il y a des raisons. On peut regarder l'histoire dans la longue durée, se dire qu'effectivement, il y a des fractures nord, sud, est, ouest, entre pays catholiques, protestants, orthodoxes, etc., etc. On peut trouver tous les motifs culturels de longue durée qui expliquent la difficulté de construire une unité européenne. Mais je trouve que c'est une vision très culturaliste, comme on dit en sciences sociales, et un peu simpliste, parce que dans le fond, ce dont souffre l'Europe, c'est moins de ses dimensions et c'est moins d'avoir 27, 28 et peut-être demain 27 États membres, que de n'avoir plus véritablement de projet. Ça a toujours été difficile. Quand on relit l'histoire de l'intégration européenne, quand on était 6 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà très compliqué. Quand on est passé à 9, à 12, à 15, ça a toujours été compliqué. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire de l'intégration européenne où les choses étaient faciles et se sont passées spontanément. Mais il y a eu des moments où il y a eu un vrai leadership politique, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai projet qui a été porté en disant voilà le contenu de ce qu'on veut faire. Voilà, on veut faire une politique agricole commune pour moderniser nos agricultures, soutenir nos agriculteurs, les protéger contre les importations du reste du monde et assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Europe. Ça, c'était quand même un objectif politique très fort. On veut moderniser les secteurs du charbon et de l'acier, dont on a un peu oublié aujourd'hui que c'était quand même vraiment les deux secteurs clés de toute l'industrie européenne, et faire en sorte de sauver l'emploi dans ces secteurs, de rester autonome et de permettre la reconstruction du continent européen. C'était aussi des objectifs forts. Et ça a permis de vraiment jeter les fondations de l'Union européenne. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe, elle n'a plus aucun de ces objectifs forts, alors que potentiellement, il y en a beaucoup. La lutte contre le réchauffement climatique, la transition climatique et la transformation en profondeur de nos modes de production et de consommation, ça peut être pour l'Europe un objectif extrêmement fort qui redonnerait de l'ambition, qui recréerait de la cohésion et qui nous redonnerait aussi une voix dans le monde. Mais il faut pour ça qu'il y ait des initiatives, qu'il y ait des gens qui les portent. Du coup, j'en profite. Il se trouve que dans le champ des études européennes que j'évoquais tout à l'heure, justement, le ton a peut-être changé, y compris dans les revues, dans les ouvrages mainstream, si je peux me permettre cet anglicisme. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de travaux qui sont pas écrits par des gauchistes, pour être clair, qui sont de plus en plus sévères et de plus en plus alarmistes sur le bilan moral et le bilan démocratique de l'intégration européenne. Certains soulignent que, à l'occasion de la crise de l'euro, à l'occasion de la crise de l'accueil des réfugiés, il y a eu des décisions européennes vraiment aux limites du droit, voire extra-légales, avec des conséquences très dures pour les peuples et pour ceux qui essayaient de venir en Europe. Et certains qui ont dénoncé un ajout de procédures, de règles qui enserrent encore davantage les grandes politiques économiques et sociales qui donc forcément ont des conséquences sur les populations. Comment est-ce que vous caractériseriez le gouvernement de l'Europe aujourd'hui ?
Les 5 dernières années ont vraiment été désastreuses. Et même si on regarde un peu plus loin, depuis 30 ans, la gauche n'a eu finalement une capacité de peser vraiment sur le cours de l'intégration européenne que pendant moins de 5 ans, à la fin des années 90 et début des années 2000. Tout le reste du temps, depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est la droite qui a gouverné l'Union européenne et qui a très profondément façonné l'Union européenne à son image. L'euro, c'est un euro monétariste qui va dans le sens d'une logique libérale et même néolibérale. Il n'y a pas avec des gouvernements socialistes français à la manœuvre à l'époque. Oui, il y avait des gouvernements forcément sociodémocrates sur les 15, 20, 25 de l'époque, mais ils n'étaient pas majoritaires. Ils n'ont été majoritaires que fin des années 90, début des années 2000, pendant moins de 5 ans. Et pendant 25 ans, la droite a été majoritaire et a eu la possibilité de libéraliser toute une série de grands secteurs, de créer une monnaie unique qui a un seul objectif, c'est la lutte contre l'inflation, de répondre à la crise financière qui avait pourtant été créée par des logiques libérales elles-mêmes en mettant encore un peu plus de logique libérale et de logique d'austérité et de réduction des budgets, et on a un résultat qui est globalement désastreux. Jamais il y a eu une telle concentration de richesses dans les mains de quelques-uns dans l'Union européenne, jamais on a eu autant de pauvreté, il y a plus de 80 millions de pauvres, 2 fois la population de l'Espagne dans l'Union européenne aujourd'hui, jamais on a eu le sentiment de fracture aussi profonde entre ceux qui gagnent grâce à l'intégration européenne, grâce à la mondialisation, et ceux qui au contraire en sont victimes, jamais il y a eu un rejet ou une coupure, une fracture aussi profonde entre les citoyens et leurs représentants. Donc globalement, le bilan de ces 30 dernières années, et en particulier des 10 dernières années, est un bilan absolument catastrophique. Mais il a une cause politique. C'est trop facile de dire c'est l'Europe qui est trop compliquée, c'est les règles d'unanimité, etc. Non, c'est une Europe qui a été une Europe à droite et qui a donné des résultats de droite qui sont aujourd'hui largement rejetés par les populations européennes. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe assez ironique? Est-ce que la social-démocratie à laquelle vous appartenez de facto a été autrefois assez réticente, en tout cas plusieurs de ses membres importants dans les pays scandinaves, en Autriche, assez réticents à l'intégration européenne, au moment où à la limite elle était peut-être moins contraignante, ou en tout cas plus équilibrée entre les politiques qui créaient les marchés et les politiques qui permettaient de corriger les marchés et de faire de l'intégration également sur un style plus dirigiste ou en tout cas plus interventionniste. Et le fait que justement les sociodémocrates ont embrassé dans leur écrasante majorité l'intégration européenne au moment où elle était façonnée justement par la droite et avec des règles et des traités qui verrouillaient durablement les choix politiques. On est encore dans cette époque-là. Je dirais qu'il y a eu 3 gauches social-démocrates. Il y en a eu une qui était bien ancrée dans ses convictions de gauche, l'attachement au service public, à la sécurité sociale, mais qui ne s'intéressait pas à l'Europe. C'est la gauche nordique et c'est redevenu en tout cas la gauche travailliste britannique après Tony Blair et Gordon Brown. Il y a eu une gauche social-démocrate pro-européenne qui a viré dans un sens assez nettement libéral, comme aux Pays-Bas par exemple, ou comme la gauche italienne sous Renzi par exemple. Et puis il y a une gauche qui est restée authentiquement de gauche, socialiste et européenne en même temps, mais qui était très minoritaire. Nous les Belges, on a toujours été dans ce groupe-là. La majeure partie du temps, les Français s'y trouvaient aussi, les Espagnols, les Portugais, les Grecs, mais c'est clair que ce n'est pas un groupe qui est majoritaire, même au sein de la gauche européenne. Et que donc ces débats-là, ils ont lieu au sein aussi de la gauche européenne. Alors du coup, on va rentrer un peu dans le dur de la stratégie à accomplir justement dans ce champ européen-là tel qu'il est configuré. Parce que la social-démocratie a été un agent d'intégration en fait, de pans entiers de la citoyenneté qui n'était pas assez intégrée dans les régimes représentatifs, pas assez représentée. Elle a été en défense du plein emploi, dans une régulation non marchande du rapport salarial. Et aujourd'hui, toutes les règles qu'on évoque de l'Union européenne, finalement, eh bien, démentent ces objectifs-là, que ce soit sur les plans démocratiques ou sur les plans économiques et sociaux. Donc comment on fait quand on veut revenir à ces objectifs originels, à cette force de propulsion historique de la social-démocratie, comment on fait dans le champ européen pour défendre ça, alors que le champ lui-même est adverse à ce type de politique, à ce type d'objectif? La première chose à faire, c'est d'abord, je pense, de revenir en arrière, de faire un travail
rétrospectif, voire un examen de conscience, un bilan. Je pense que c'est important aussi de savoir ce qu'on a bien fait et ce qu'on a moins bien fait, et de se demander pourquoi à certains moments la gauche n'a pas été en position d'imposer un certain nombre de positions fortes. Elle ne l'a pas été à ce moment parce qu'elle était minoritaire, d'une part, la gauche était minoritaire et la gauche était divisée. Et quand elle était minoritaire et divisée, évidemment, ça a créé un boulevard pour la droite. On l'a vu au lendemain de la crise de 2008, la crise financière. Évidemment, la réponse a été une aide massive aux banques sans aucune condition, une discipline budgétaire extrêmement dure qui a été imposée à différents pays, notamment la Grèce, qui s'est vue imposer des mesures d'austérité comme jamais on en avait vu dans l'histoire européenne. C'était digne des plans du FMI imposés aux pays d'Amérique latine dans les années 80. Des privatisations massives, des coupes claires dans les retraites, dans les salaires, etc., etc., des licenciements massifs dans la fonction publique. Donc tout ça, la droite a pu l'imposer parce que la gauche était faible et qu'en plus, elle était divisée. Et donc ça, on ne doit pas le reproduire. Je crois que c'est en tirant les leçons de l'échec des années 2008 à 2012, en quelque sorte, qui ont permis la création de cette nouvelle forme de discipline budgétaire qui crée un carcan supplémentaire. C'est en tirant ces leçons qu'on doit pouvoir avoir une autre stratégie pour les années 2019-2024 en particulier, puisqu'on en est là en plein dans cette campagne 2019. Alors les sceptiques vous diront que justement la précédente fenêtre d'opportunité qui avait été celle que vous évoquez de fin des années 90, début des années 2000 n'a pas eu de résultats très probants en termes de bilan social-démocrate quand les sociodémocrates étaient majoritaires pendant ces quelques années. Et on pourrait aussi s'amuser à faire les moyennes électorales depuis les années 50 et à voir que la droite structurellement dépasse la gauche en moyenne depuis les années 50, en tout cas en Europe de l'Ouest. Et si on met l'Europe de l'Est, ça arrange pas les choses. Donc comment on fait? Est-ce que du coup on essaye d'aménager l'intégration européenne pour qu'elle permette à des gouvernements de gauche, y compris modérés, de faire ces politiques? Est-ce qu'il faut se battre pour sortir des traités un certain nombre de champs de compétences? Est-ce qu'il faut prévoir davantage d'opt-out? C'est ce que demandaient et ont parfois obtenu les Britanniques avant de faire le choix de la sortie à 100%. Voilà, quelle stratégie concrète on met en place pour dépasser cette situation de minorité? Je crois d'abord que la gauche socialiste doit être beaucoup plus dure et assumer d'être beaucoup plus dure, et dans la campagne d'ici au 26 mai, et certainement au lendemain du 26 mai également. Qu'est-ce qui se passe au lendemain des élections? C'est-à-dire de dire clairement, voilà nos lignes rouges, voilà nos priorités, et si elles ne sont pas rencontrées, il ne faudra pas compter sur nous. On sait très bien qu'au lendemain du 26 mai, on a chaque fois un peu, au lendemain des élections, on a chaque fois un peu le même processus. Les conservateurs et les libéraux forment une espèce d'axe central et puis se tournent vers la social-démocratie en disant on a besoin de vous et on va vous donner 2-3 petites choses pour que vous puissiez vous y retrouver, et surtout on va vous donner quelques postes au sein de la commission, du Parlement et ailleurs. C'est ce qu'on résume souvent sous le terme de grande coalition. Voilà, de grande coalition. Moi, si je me suis engagé dans cette campagne, si je suis tête de liste et si je veux peser aussi au lendemain des élections, c'est justement pour empêcher qu'on revienne dans cette logique des combinaisons, des petits arrangements entre amis où on donne un petit poste ici, une petite responsabilité par là, 2-3 amendements qui font plaisir dans un programme global de la prochaine législature. Non, je crois qu'il faudra, et je porterai en tout cas cette voix moi au sein de la social-démocratie européenne, dire voilà quelles sont nos lignes rouges. Nous voulons une transition climatique claire. Il faut investir au moins 1 500 milliards d'euros au cours de la prochaine législature pour rendre possible cette transition climatique, des investissements dans les transports publics, dans l'isolation des bâtiments, une réforme complète de la politique agricole pour vraiment créer des filières agroalimentaires naturelles et de qualité qui préservent l'environnement. On veut faire en sorte aussi que toute la coordination des politiques budgétaires qui existent aujourd'hui, elle soit complètement renversée. Non plus qu'elles aillent dans le sens de l'austérité, d'empêcher les investissements, mais au contraire, qu'elles disent l'Union européenne elle-même va investir et elle va encourager ses États membres à investir. Nous disons par exemple, investir pour éradiquer la pauvreté des enfants en 15 ans. C'est possible, on a travaillé avec tout un groupe d'élus et de chercheurs sous la direction de l'ancien Premier ministre socialiste danois Poul Rasmussen, et on a montré que c'est possible. On peut, si on encourage les États membres à investir massivement dans le logement, dans l'éducation, dans une alimentation de qualité, dans les soins de santé, on peut éradiquer la pauvreté infantile et donc la pauvreté en général, puisque quand on casse la pauvreté des enfants, on casse aussi tous les mécanismes de reproduction de la pauvreté d'une génération à l'autre. C'est faisable, mais il faut que l'Union européenne se donne des ambitions comme celle-là. Ce qui fait que l'Union européenne aujourd'hui meurt de son propre immobilisme et que les citoyens très massivement la rejettent, c'est qu'elle n'a plus d'ambition. Elle apparaît juste comme un système qui est la proie des lobbies,
lobby, qui répond aux pressions des grandes multinationales et du monde de la finance, et qui favorise les intérêts de quelques-uns aux dépens du bien-être général. Demain, si l'Union européenne dit « nous allons vraiment nous atteler à une lutte contre le réchauffement climatique et ça va rendre notre vie meilleure, on aura de meilleurs transports publics, de meilleurs logements, une meilleure alimentation, on va lutter contre la pauvreté, on va renforcer les droits de négociation des travailleurs pour améliorer les salaires, on va lutter contre le dumping social », alors l'image que les citoyens ont de l'Union européenne peut radicalement changer. On peut s'apercevoir que l'Europe peut vraiment répondre à nos besoins les plus importants. Plusieurs questions face à ça. La première, donc, si jamais ces lignes rouges ne sont pas respectées, ou au contraire sont transgressées par ceux qui vous proposeraient de renouveler cette fameuse grande coalition, du coup la réponse c'est quoi? On rentre pas dans votre jeu, on campe dans l'opposition. Je pense qu'il faut être très dur et qu'il faut pouvoir dire... On essaye de faire des minorités de blocage sur le projet de la coalition. Voilà, il faut que la social-démocratie négocie pied à pied et de manière extrêmement dure. Si on commence dès le 27, le 28 mai à dire on va s'échanger tel ou tel poste, toi tu seras là au Parlement, toi tu seras là à la Commission, on aura 2-3 petites choses dans le programme qui vont vous satisfaire, évidemment on ne va faire que décevoir encore un peu plus ceux qui auront mis leur confiance en nous. Et donc, au lendemain du 26 mai, on doit être très dur et dire « vous avez besoin de nous, il n'y aura pas de majorité possible dans ce Parlement européen, et donc il n'y aura pas de Commission européenne sans le soutien des socialistes, et donc nous allons monnayer extrêmement cher ce soutien, et voilà nos lignes rouges. » Et moi, j'ai proposé un pacte électoral dans le cadre de cette campagne, en disant à tous les candidats, de tout parti d'ailleurs, et partout dans les 28 États membres de l'Union européenne, si vous êtes du même avis, dites clairement, si je ne retrouve pas ces points dans le programme de la prochaine Commission, nous voterons contre la prochaine Commission au mois d'octobre, quitte à provoquer une crise institutionnelle. Moi, je n'ai pas de problème avec l'idée de provoquer une crise institutionnelle interne à l'Union européenne. Qui est un peu nouveau au sein de la social-démocratie. Oui, mais à un moment donné, voilà, si la social-démocratie ne retrouve pas ses fondamentaux, si elle ne rappelle pas que ce qui a fait que nous avons construit la sécurité sociale, la démocratie, les services publics, c'est que nous nous sommes battus et que nous avons, dans le cadre démocratique, à la Jaurès, c'est-à-dire au sein du Parlement, avec les organisations syndicales, nous avons osé nous battre pour des valeurs et des principes fondamentaux, et nous avons osé dire, eh bien, si ça paralyse, ça paralyse. De toute façon, l'Union européenne, elle est paralysée. Elle ne fait plus rien depuis 10 ans, en tout cas plus rien de bon pour les citoyens. Donc la paralyser un petit peu plus ou la paralyser un petit peu moins, ça ne changera pas grand-chose. Et moi, je préfère une Union européenne qui n'ait pas de commission qu'une Union européenne qui continue à faire un petit peu plus de la même chose au cours des 5 prochaines années. Et donc, je crois qu'il faut vraiment être très dur dans cette négociation. Et alors, dans ces lignes rouges, est-ce qu'il y a la question des traités qui est posée? Parce qu'il y a pas mal d'intellectuels, de partis dans la gauche radicale qui disent bon, en fait, peut-être qu'il y a des petites marges de manœuvre à gagner dans le cadre actuel, mais quand même, c'est-à-dire les politiques budgétaires, commerciales, les échanges financiers qu'on a en Europe et avec le reste du monde, excusez du peu, tout cela est quand même très très fortement contraint par du droit en fait, et par des règles existantes qui sont dans des traités très difficiles à modifier. Donc, quelle est la position du social-démocrate Magnette sur cette question-là? Alors, je pense que, évidemment... Avec la question, pardon, je prolonge un peu parce que ça implique cette question-là, souvent ce sont des gens qui défendent pas forcément une sortie unilatérale de l'Union, mais au moins une stratégie, pas d'être dans la minorité de blocage, mais vraiment de désobéir concrètement à des aspects du droit européen. Alors, idéalement, il faut changer les traités européens, effectivement. Par exemple, le mandat de la Banque centrale européenne, le fait que le seul objectif de la politique monétaire, ce soit la lutte contre l'inflation, ça ne va pas. La Banque centrale européenne devrait avoir dans ses objectifs aussi le plein emploi, une croissance durable, la lutte contre le réchauffement climatique. Bref, il faudrait faire en sorte qu'on ait une vision beaucoup plus large des objectifs de la politique monétaire. La monnaie ne doit pas servir que la lutte contre l'inflation. Maintenant, si on met stratégiquement cette condition-là comme condition première, en disant on entame d'abord une réforme des traités et sinon on ne fait rien, je crains que ça mène simplement à rien et que dans 5 ans on soit toujours nulle part. Je crois qu'on peut et on doit mener le combat sur 2 fronts parallèles. D'un côté, dans le cadre des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Si on prend par exemple toute la coordination des politiques économiques et budgétaires telle qu'elle existe aujourd'hui, on peut changer radicalement le contenu des politiques tout en restant dans un mécanisme de coordination. On peut dire, OK, on va faire en sorte qu'il y ait des recommandations conjointes pour l'ensemble des États membres de la zone euro, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt que de recommander aux États membres de couper dans les dépenses publiques, de baisser les salaires, de revoir l'âge de la pension à la hausse, etc., comme le fait la Commission depuis 5 ans, on va dire, on va demander aux États membres d'investir dans le logement public, on va demander aux États membres d'investir dans l'enseignement, d'investir dans une alimentation de qualité pour lutter contre la pauvreté. C'est les mêmes mécanismes
mécanismes, mais c'est des politiques radicalement différentes. Et je pense qu'il faut mener ce combat dès le premier jour, dans le cadre des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, et en même temps, bien sûr, essayer de créer une possibilité de changer les traités. Et changer les traités, c'est pas forcément à 28 avec le verrou de l'unanimité, etc., comme on nous le dit souvent. Les propositions qui ont été développées notamment par Antoine Vauchet et Thomas Piketty montrent très bien qu'on peut créer un traité démocratique pour l'Europe. J'ai participé à ces discussions avec eux. Ça a été un débat passionnant. On peut effectivement, à partir d'un groupe d'États qui dirait voilà des objectifs que nous mettons en commun. On veut lutter contre la fraude fiscale. On veut créer un vrai impôt européen sur les grosses fortunes. Et on veut, à travers cette manne, ça rapporterait des montants extrêmement importants, 150 milliards d'euros, c'est-à-dire ça permettrait de doubler le budget de l'Union européenne, un impôt européen sur la fortune. Et avec ça, d'investir dans des politiques sociales et dans des politiques de transition climatique. Eh bien, on peut faire les deux à la fois. Utilisons toutes les marges qui existent dans les traités existants et en même temps, battons-nous pour réunir un groupe d'États suffisant qui va demander à changer ces traités. Alors, on avait reçu Thomas Piketty, Stéphanie Hennette également, qui avait parlé de ce projet-là d'assemblée qui viendrait en plus pour faire des politiques communes. Alors, dans ce livre que vous aviez paru, je crois que c'est un peu ancien, 2015, si je ne me trompe pas, la gauche ne meurt, vite ancien, les ne livres, meurt jamais. Mais vous disiez justement, c'était une proposition qui était déjà un peu, qui circulait déjà un peu. Vous dites, au début, je regardais ça avec un peu de méfiance, puis je me suis dit, bon, finalement, c'est tellement verrouillé que pourquoi pas à la limite. Parmi les critiques qu'il y a de ce genre d'initiative, style Piketty, Vauchet, il y a l'argument de dire, bon, vous êtes bien sympa, mais en gros, pour votre initiative et un peu de poids, si vous n'avez pas l'Allemagne dedans, c'est mal barré, et l'Allemagne ne voudra jamais de ça. En fait. Oui, mais à un moment donné, si on dit toujours les Allemands ne voudront jamais, donc on ne fait rien, mais on fera jamais rien. C'est exactement la ligne de Macron. Quand il était candidat, Macron est allé à Berlin rendre hommage à la politique de Berlin et n'a rien proposé qui puisse gêner Berlin. Quand il a fait son premier grand discours européen, à nouveau, il a parlé de tout, sauf de ce dont tout le monde attendait qu'il dise quelque chose, c'est-à-dire la zone euro, les politiques économiques, parce qu'il ne voulait pas déplaire aux Allemands. Dans sa lettre ouverte publiée dans tous les journaux, qui a été d'ailleurs froidement rejeté par les chrétiens démocrates allemands, à nouveau, il ne faisait à peu près rien qui puisse déplaire aux Allemands. Si sans cesse on essaie de se dire on va prendre des initiatives mais il ne faut pas déplaire aux Allemands, alors on ne fera jamais rien. Il faut essayer de partir de là où on a un poids politique. Il n'est pas énorme aujourd'hui pour la gauche, reconnaissons-le, mais si la gauche gagne en Espagne dans les prochains jours, ce qu'on peut espérer, les enquêtes d'opinion... Oui, il faut rappeler qu'il y a des législatives. Voilà, il y a des législatives fin avril en Espagne. Si la gauche gagne en Espagne, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a plaidé pour ce qu'il appelle une constitution sociale de l'Union européenne, c'est-à-dire pour une réforme des traités qui, au lieu des principes actuels qui sont tous indexés sur une logique libérale, disent on veut vraiment des traités qui aient des objectifs sociaux, qui reprennent les principes de l'article 3 du traité, qui dit déjà l'Union européenne doit se battre pour la solidarité, pour la convergence, lutter contre les inégalités, etc. Eh bien, mettons en place des mécanismes concrets qui réalisent ces valeurs et ces objectifs. Alors, si l'Espagne prend l'initiative, si la France suit, si demain le Portugal, quelques autres suivent, vous êtes ambitieux, eh bien, ça peut... Oui, mais... Alors, je suis ambitieux pour la France, on ne sait jamais, mais voilà, si Emmanuel Macron veut un jour essayer de sortir de la nasse dans laquelle il s'est lui-même enfermé et des mouvements sociaux qu'il a créés par ses propres mesures, il devra bien changer de cap à un moment donné. Et donc, si la gauche hispanique, ibérique, on va dire, espagnole, portugaise et quelques autres prennent l'initiative et qu'il y a un groupe d'États qui se dit, voilà, on peut avancer dans ce sens-là, eh bien, tous les autres seront obligés de se positionner et il n'est pas impossible à un moment donné qu'on ait la masse critique pour créer un vrai nouveau traité européen démocratique au sein de l'Union européenne. Parmi les intellectuels qui défendaient ce genre d'initiative, beaucoup ont soutenu Benoît Hamon au moment de la présidentielle française en 2017. Vous-même, vous avez soutenu Benoît Hamon qui était à l'époque encore candidat du PS français. Aujourd'hui, Benoît Hamon est sorti du PS, il défend une liste qui s'appelle Génération, il s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle le Printemps européen, qui est dirigé par Yanis Varoufakis, donc une figure grecque qui avait été au cœur des négociations Grèce-États-Unis. Grèce-Union européenne. Voilà, Grèce-Union européenne, gros lapsus. Il se trouve que justement Benoît Hamon dit moi je veux pas me retrouver avec le PS et je considère que leur liste avec Glucksmann ça va pas parce qu'au fond c'est des gens
qui vont aller siéger au PSE, en tout cas le groupe socialiste et démocrate, qui va forcément rentrer dans cette histoire de grande coalition dont on parlait tout à l'heure. Donc moi, je fais ma liste à part, dans ce cadre du printemps européen. Quel regard vous portez sur ces initiatives-là ? Franchement, je ne comprends pas la stratégie de Benoît Hamon. Je ne sais même pas s'il y a une stratégie, à part une stratégie personnelle. Moi, je l'ai soutenu quand il était candidat au présidentiel, parce qu'il avait été désigné par les militants, par les électeurs qui s'étaient mobilisés dans le cadre des primaires, et donc il était le candidat légitime pour défendre les intérêts de la gauche. Il n'a pas gagné, voilà, on tourne la page. Il représente quelque chose dans l'espace politique français, mais je ne comprends pas cette stratégie solitaire. Il y a eu une vraie volonté du Parti socialiste de place publique, de nouvelles donnes, d'ouvrir au maximum pour créer une liste de gauche. Si vous faites l'addition des Verts et des différentes forces de gauche rouges, on va dire, en France, ça peut devenir demain le premier parti français. Et donc ça peut véritablement... Dedans, oui, voilà, si on compte toutes les forces de gauche, même pro-européennes, même en laissant éventuellement la France insoumise de côté, parce qu'elle a un discours un peu ambigu sur le rapport à l'Union européenne, mais même les autres listes peuvent encore devenir la première liste européenne et donc véritablement peser dans la formation de la prochaine Commission européenne. Si elles y vont de manière divisée, elles ne pèseront rien. Où vont siéger les éventuels élus de M. Hamon au sein du Parlement européen? Est-ce qu'ils vont siéger dans le groupe des Verts? Est-ce qu'ils vont siéger dans le groupe de la gauche radicale avec la France insoumise? Est-ce qu'ils vont créer leur propre groupe, ce qui supposerait qu'ils aient des élus dans un grand nombre de pays et qu'ils en aient suffisamment, ce qui est aujourd'hui très improbable. Donc franchement, on ne voit pas ce que ça peut donner. Je crois que l'union, c'est toute l'histoire de la gauche, de Jaurès et Blum jusqu'à Mitterrand. L'union de la gauche, c'est ce qui a permis d'avoir des ruptures à un certain moment. La division et les stratégies personnelles, ça ne mène nulle part. Alors, je ne sais pas si les amonistes pourraient répondre ça, mais si je me fais l'avocat de ceux qui sont sceptiques sur justement cette union et sur le groupe social-démocrate au Parlement européen, ils pourraient vous répondre qu'il y a quand même des choses pas très nettes qui se passent, même au nom de l'Union. C'est-à-dire qu'on a dans le Parti socialiste européen des socialistes roumains corrompus jusqu'à la moelle, on a les Maltais qui ont un rapport à la justice et à la corruption aussi assez problématique, on a des Danois qui votent des lois au Parlement pour aller s'emparer des éventuelles richesses matérielles que pourraient transporter avec eux les réfugiés. Voilà, c'est quoi aujourd'hui l'unité de la social-démocratie ? C'est vrai que dans ces grands groupes, il y a toujours un certain nombre de partis qui ont des positions ou des actions qu'on ne partage pas du tout et qu'on condamne. Moi, je condamne totalement, radicalement, sans la moindre ambiguïté, l'attitude des socialistes roumains notamment. Je pense qu'ils n'ont rien à faire au sein du Parti socialiste européen. Ils sont aujourd'hui sous observation. Ils devraient être exclus comme le parti de M. Orban a été exclu du PPE. Mais ce n'est pas un prétexte pour ne pas se battre pour l'unité de la gauche. Qu'est-ce que ça va donner des micro-partis au Parlement européen qui ne seront même pas capables de former un groupe et qui donc n'auront aucun poids sur le cours réel des prochaines politiques européennes. C'est ça que je reproche à ces stratégies solitaires. Il faut se battre à l'intérieur, du PSE pour dire on ne veut pas des Roumains parce que, en tout cas aujourd'hui, et s'ils ne se plient pas à l'état de droit et s'ils ne respectent pas les principes de l'état de droit et de clairs engagements de gauche, on veut que la social-démocratie soit ferme dans les négociations et qu'elle refuse d'apporter son soutien à la Commission européenne si on ne retrouve pas un certain nombre de principes fondamentaux qui pour nous sont véritablement des lignes rouges. C'est en se battant là qu'on peut véritablement avoir des résultats. Si on est tout seul dans son coin avec son carteron de député, ça ne va rien donner. Alors on a bien compris que vous vouliez fixer une ligne dure par rapport aux conservateurs, aux libéraux, donc qui sont historiquement dans le camp de la droite. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'évoquais la France insoumise, vous disiez oui, bon, ils ont une position ambiguë. Comment vous imaginez le rapport entre des sociodémocrates qui se seraient détachés d'une grande coalition peu ambitieuse au niveau européen? Comment vous voyez les rapports de ces sociodémocrates un peu radicalisés, pour aller vite, avec les Verts ou avec la gauche radicale qui est aujourd'hui représentée par le groupe qui s'appelle la GUE? Mais je pense qu'il faut dialoguer et avec les Verts. Le dialogue n'est pas compliqué, on est d'accord sur l'essentiel, je dirais, en tout cas avec la majeure partie des Verts. Tous les Verts n'ont pas forcément une conscience sociale, tous les Verts ne sont pas forcément de gauche, donc c'est pas toujours facile. Mais en tout cas chez nous en Belgique, avec les Verts qui ont une vraie conscience sociale, on arrive véritablement à dialoguer et on a des convergences qui sont des convergences très fortes, puisque de notre côté, on a vraiment fait un travail pour devenir un parti qu'on appelle aujourd'hui éco-socialiste, c'est-à-dire dans lequel le pilier de la transition climatique et le pilier de la justice sociale sont vraiment deux piliers totalement inséparables. Avec la gauche radicale, il faut continuer à discuter. Moi, quand je lis les propositions de Yanis Varoufakis, par exemple, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux totalement le rejoindre. Les mécanismes de financement qu'il propose pour amplifier les investissements, c'est des choses sur lesquelles je le rejoins totalement.
dans certaines fractions de la gauche radicale, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on ne voit pas quel est leur rapport à l'Europe. Quand ils disent qu'il faut sortir des traités européens, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. C'est comme si vous disiez, on va sortir de la Constitution française, mais on va rester en France. Ça n'a pas de sens. Si vous sortez des traités européens, vous sortez de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas un État unitaire. Bon, oui, mais enfin, fondamentalement, si vous sortez des traités, vous sortez de l'Union européenne. Je pense qu'il faut être beaucoup plus clair dans ce positionnement. Ou ça manque de cohérence, quoi. On sent bien qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. D'un côté, ils n'aiment pas l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et sur ce point, je les rejoins totalement. Donc ils se disent qu'il faut se battre pour changer l'Union européenne. Mais d'un autre côté, ils ont le sentiment que peut-être que ça n'est pas possible, et que dans ce cas-là, il vaut mieux que la France reprenne sa souveraineté et son indépendance. Ça a peut-être du sens, et avoir pour un pays comme la France, qui est une puissance moyenne à l'échelle mondiale, ça n'a pas de sens pour la Belgique, pour le Portugal, pour le Luxembourg, pour la Suède ou pour la Finlande, qui, dans des stratégies solitaires, ne peuvent absolument rien gagner. Donc la sortie des traités, ça ne veut pour moi rien dire du tout. Et je crois qu'il faut clarifier ce point de vue et dire oui, on est dans l'Union européenne. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire sans l'Union européenne. Si on veut lutter contre la fraude fiscale à l'échelle mondiale, il faut l'Union européenne. Si on veut avoir une politique de coopération au développement ambitieuse, on a besoin de l'Union européenne. Si on veut forcer les autres régions du monde à s'engager dans la transition climatique, on a besoin de l'Union européenne. Et donc, sans l'Union européenne, pratiquement aucune réponse ne peut être apportée aux grands problèmes de notre époque. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter l'Union européenne telle qu'elle. Au contraire, on doit la changer radicalement et pour ça, se battre à l'intérieur de l'Union européenne. Du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. À la place d'Alexis Tsipras, vous auriez fait quoi? Parce que justement, là, on a un pays qui est assez faible, dont on imagine que la perspective de sortir brutalement de l'Union suscite beaucoup de craintes chez les dirigeants. Et en même temps, c'est un gouvernement qui est défait, qui est obligé de s'incliner et qui aujourd'hui mène des politiques radicalement contraires à ce qu'il avait annoncé, qui fait peut-être même un peu du zèle, qui reprend la rhétorique des progressistes contre les populistes très macronienne. En fait, il aurait dû faire quoi, Tsipras, au moment où il est acculé par l'Union européenne? Est-ce qu'il fallait qu'il démissionne? Est-ce qu'il fallait qu'il sorte? Ou est-ce qu'il a bien fait de faire comme il a fait? Je me suis souvent posé la question, parce qu'il était vraiment dans une situation de dilemme complet. Il était complètement coincé, et notamment quand je négociais avec la Commission européenne sur le CETA, j'ai souvent pensé à Tsipras, parce que j'ai vu le rouleau compresseur de la Commission, du Conseil, qui essaye d'imposer à celui qui est récalcitrant de rentrer dans le rang. Et j'ai vu toutes les menaces, toutes les intimidations qu'on peut vous envoyer pour vous faire rentrer dans le rang. Et ça a dû être bien pire encore pour lui que ça ne l'était pour nous. Donc sa position était objectivement extrêmement compliquée. Je crois que le problème, ce n'est pas tellement ce qu'a fait Tsipras. Le problème est fondamentalement qu'une grande partie de la social-démocratie aurait dû le soutenir beaucoup plus fermement qu'il n'a été à ce moment-là. Si François Hollande avait dit « c'est inacceptable de faire payer à la Grèce comme on lui fait payer aujourd'hui », le cours des choses aurait été radicalement différent. Malheureusement, la Grèce, la gauche grecque, a été lâchée par une grande partie de la social-démocratie. Moi, j'ai eu des engueulades homériques avec des collègues sociodémocrates allemands à l'époque parce que je ne comprenais pas l'attitude de la social-démocratie. Que la droite essaye de faire plier un petit gouvernement dirigé par la gauche, c'est logique, c'est odieux, mais c'est logique. Mais que la gauche ne soutienne pas ce gouvernement avec plus de force en disant « vous n'humilierez pas la Grèce, parce qu'en humiliant la Grèce, vous humiliez tous ceux qui croient dans les services publics, tous ceux qui croient dans la sécurité sociale, tous ceux qui croient dans la justice redistributive », ça je ne comprends pas. Et pour moi, c'est vraiment une des plus grosses déceptions par rapport au mandat de François Hollande, avec d'autres choses, avec la réforme de la loi du travail et avec le débat sur la déchéance de la nationalité. Mais je crois que ce faible engagement européen et ce manque de soutien pour la Grèce en particulier, parce qu'au-delà du cas grec, c'était la question de quel est le sens de l'intégration européenne qui était en cause à ce moment-là. Et là, je trouve qu'il aurait dû être beaucoup mieux soutenu. Ce faisant, vous ne me répondez pas vraiment, parce que dans le monde réel, où dans beaucoup de partis de centre-gauche n'ont pas soutenu Tsipras, à la limite, voilà, est-ce qu'il aurait dû tomber à gauche, à la limite, pour pas détruire le capital? Je ne vois pas très bien ce qu'il pouvait faire. Il pouvait sortir de l'Union européenne, et puis quoi? Je ne crois pas que la situation aurait été meilleure. Sa dette, elle était toujours là. Il aurait dû se tourner alors vers le FMI ou annuler des dettes. Enfin, il se trouvait dans une situation qui était retournée vers le drachme, abandonner l'euro. Il était dans une situation qui était... la voie solitaire pour la Grèce était
extrêmement compliqué à défendre. Démissionner, ça veut dire que quelqu'un d'autre allait faire le sale boulot et ça n'aurait pas forcément été mieux. Donc non, il s'est trouvé typiquement dans une situation de dilemme politique extrêmement complexe. Peut-être qu'il aurait dû taper un peu plus fort sur la table de la gauche elle-même en disant « vous devez me soutenir parce que c'est pas seulement moi, c'est pas seulement la Grèce que vous soutenez, mais c'est les idéaux mêmes de la gauche ». On s'achemine vers la fin de l'entretien. J'ai encore deux questions. Une première question qui vous paraîtra peut-être un peu mesquine ou un peu politicienne, mais qui est quand même quelque chose qui m'a un peu troublé. Donc vous êtes tête de liste pour le Parti socialiste, on l'a bien compris, belge aux européennes, mais vous avez dit en fait je ne siégerai pas au Parlement européen. Alors ça paraît un peu paradoxal de voir ce plaidoyer convaincu pour le combat dans l'arène européenne et de dire bah j'y vais mais en fait je siégerai pas au Parlement européen. En fait, a priori, je n'aurais pas dû faire campagne parce que je venais d'être réélu comme maire, bourgmestre de la ville de Charleroi et donc je continue mon mandat local. Mais je me suis dit j'ai pas envie d'être en dehors de cette campagne qui était très importante pour nous et j'ai vraiment envie que l'enjeu européen soit au cœur de la campagne. Donc voilà, c'est clair, je ne fais pas campagne pour gagner un poste. Je fais campagne pour défendre des valeurs, pour défendre une ligne politique, et cette ligne, je continuerai à la défendre au lendemain du 26 mai. Et le fait que je sois élu le 26 mai, en tout cas je l'espère, on verra bien, ça dépend des citoyens belges, si je suis élu le 26 mai, si je suis bien élu, ça me donnera un poids au sein de la social-démocratie pour continuer à dire je ne veux pas des petits arrangements entre amis, je ne veux plus des petits compromis, je veux que la gauche fasse entendre sa voix et qu'elle ait un vrai impact sur le projet européen des 5 prochaines années. Et sur cette voie de la gauche, dernière question, à Mediapart, on a beaucoup raconté et critiqué la rhétorique de notre président de la République sur l'opposition entre les progressistes et les nationalistes. Si on emploie d'autres mots, on pourrait décrire les partisans d'un consensus plutôt néolibéral versus les identitaires de tout poil. Est-ce que selon vous, c'est juste une rhétorique de campagne d'un acteur politique comme il peut y en avoir d'autres, ou est-ce que vous craignez vraiment que effectivement le champ politique européen se refaire, enfin soit pris en tenaille entre ces deux courants politiques, l'un qui n'a pas vraiment d'ambition sociale ou écologique et l'autre avec des obsessions identitaires, et qu'au milieu de ça, eh bien les écolos et la gauche issue du mouvement ouvrier soient un peu obligés de se ranger en fait contre les identitaires, mais du coup en perdant leurs identités et leurs revendications. Je trouve que la rhétorique d'Emmanuel Macron dans cette campagne européenne est extrêmement dangereuse. Parce que si on dit aux citoyens, en gros vous avez le choix entre le statu quo européen, la même politique européenne qu'aujourd'hui, ou bien le nationalisme, il y a beaucoup de gens qui vont dire, dans ce cas-là on préfère quitter l'Union européenne, dans ce cas-là on préfère retrouver une forme d'identité nationale, une forme de voix nationale, une certaine forme de liberté, d'autonomie. Donc c'est très dangereux. Il est en train de faire croire qu'il n'y a pas de choix européen, ce qui est faux. D'abord, il y a un vrai choix européen. On peut, en ayant une vraie gauche européenne structurée, forte, déterminée, dire on reste dans l'Union européenne, mais on change radicalement le cours des politiques de l'Union européenne et on inscrit cette urgence sociale et cette urgence climatique au cœur du prochain programme européen, des 5 prochaines années, ou bien il y a l'Europe de droite et l'Europe du statu quo. Le vrai choix, c'est celui-là. Si on fait croire que l'Europe, c'est tous pareil, eh bien, on va faire en sorte que soit les gens n'iront pas voter, tout simplement, parce qu'on se dira, s'il n'y a pas de vrai choix, si je suis obligé d'accepter l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai pas envie de soutenir l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, et on aura un taux de participation qui sera encore plus bas que lors des derniers scrutins, ou bien on aura un certain nombre de citoyens qui vont se tourner vers des voies souverainistes, des voies de retour à l'autonomie. Donc il faut combattre vraiment, et tout le sens de mon engagement dans cette campagne, c'est ça aussi, c'est combattre cette rhétorique d'Emmanuel Macron qui fait croire que ou bien vous êtes européen et donc de droite avec moi, ou bien vous êtes des nationalistes et des populistes. Non, entre ces deux voies, il y a une place pour une gauche européenne ferme, déterminée et claire dans ses principes. Merci Paul Magnette de nous avoir accordé cet entretien et vous pouvez retrouver sur notre site, sur notre chaîne YouTube, toutes les vidéos de la collection Désintégration européenne. Merci.